Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La poussée vers l'accélération des travaux de construction des autoroutes, les instructions du Premier ministre chef du gouvernement au terme du conseil de cabinet du mois de juillet ce mercredi. Nous allons à l'immeuble Étoile dès l'entame du 20h30. La poussée vers la fin des hépatites, le mois national de lutte contre ces maladies, était lancé ce mercredi à Bertois, dans l'Est. La rédaction ouvre le dossier en prélude à la journée mondiale contre les hépatites le 7 août. Et puis la poussée vers la répression systématique de la cybercriminalité. 2 suspects sont aux arrêts après le piratage de la page Facebook d'Elecam. Détail de l'opération dans ce journal. Voilà pour les titres et développement après ceci. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Allons sur les routes de l'émergence à l'ouverture de ce journal. Ce mercredi, le conseil de cabinet du mois de juillet s'est largement penché sur l'état d'avancement des autoroutes Yaoundé-Nsimalen, Yaoundé-Douala et Edé-Akribi. La réunion présidée en visioconférence par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté a également permis de faire le point de l'évolution de la pandémie du Covid-19. Synthèse des différentes communications à l'immeuble Étoile, Séverin Alégambélé. Le contexte de la maladie à coronavirus bouleverse les habitudes. Comme cela se fait depuis quelques semaines, le Premier ministre chef du gouvernement a opté pour une modalité de travail assez pratique, la visioconférence pour le conseil de cabinet de ce mercredi. Une modalité de communication moderne impliquant une plus grande interaction de tous les intervenants. Ici, les ministres et secrétaires d'État. Les sujets inscrits à l'ordre du jour de ce conseil avaient trait à la modernisation du réseau routier à travers 2 présentations. Celle du ministre des Travaux publics relative à la situation actuelle, aux contraintes et perspectives de la construction des autoroutes Yaoundé-Douala et Edé-Akribi. Ensuite, la présentation du ministre de l'Habitat sur l'état d'avancement des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen intégrant les sections urbaines et rases campagne. D'une manière globale, ces projets à forte valeur ajoutée tiennent à cœur le gouvernement qui suit de près l'évolution des chantiers et apporte tout son soutien à la conduite des travaux. Et parce que la visioconférence a pour vocation de faire le tour des problématiques suscitées, le ministre de la Santé publique a fait le point sur l'évolution de la pandémie à coronavirus, partant des éléments clés de la riposte gouvernementale contre le Covid-19. La prise en compte de cette maladie et surtout la situation socio-sécuritaire du pays ont amené le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, à revenir sur l'urgence du renforcement de la discipline budgétaire à 5 mois de la fin de l'exercice. Il est important, a-t-il dit, d'arrêter l'érosion extrêmement rapide des dépenses communes de fonctionnement dans les administrations publiques. Le Premier ministre chef du gouvernement instruit donc l'accélération des différents chantiers routiers en cours, notamment les autoroutes en construction. Cela suppose bien un afflux important des financements vers ces infrastructures de développement. Mais en ces temps de rareté des ressources, l'une des voies explorées par le gouvernement pour renforcer le nerf de la guerre, ce serait par exemple des contrats de partenariat public-privé ou encore ces projets en mode BOT, Build, Operate and Transfer. Les explications de Rodrigue Bertrand-Thienot. La crise financière de 2008 a mis du vent dans les voiles des partenariats publics-privés, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie de développement comme le Cameroun. La chute des cours des matières premières a drastiquement fait baisser les finances publiques et le pays connaît depuis lors des tensions de trésorerie qui menacent de compromettre l'exécution de vastes chantiers engagés. Pour poursuivre la réalisation des projets d'infrastructures en cours, le gouvernement doit donc recourir aux outils de mobilisation des ressources dont fait partie les partenariats publics-privés.
Un recours qui, au-delà de la disponibilité des finances, induit d'autres avantages, entre autres l'introduction de la technologie et de l'innovation du secteur privé afin de proposer des services publics de qualité grâce à une meilleure efficacité opérationnelle, comme ce sera bientôt le cas avec l'automatisation du péage routier ou les autoroutes. Autre avantage, la fourniture des projets dans les délais et surtout les budgets impartis. Toutefois, les partenariats publics-privés comportent aussi des risques potentiels que l'État doit cerner préalablement à la signature des contrats pour éviter des regrets. C'est pourquoi le Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat CARPA a été créé afin que l'on ne récolte des partenariats publics-privés que des pépites et non des pipeaux. Le Premier ministre, chef du gouvernement, également sur le front de la lutte contre la pandémie du Covid-19, la réouverture des frontières nationales aériennes surtout, appelle maintenant toutes les attentions aux principales portes d'entrée sur le territoire que sont nos aéroports. Ce mercredi, Joseph Dione Ngouté est donc allé évaluer le dispositif sanitaire et sécuritaire déployé à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Voici les conclusions de cette évaluation. C'est un reportage de Laurentine Bokono. Aéroport international de Yaoundé-Nsimalen ce mercredi 29 juillet 2020. Parmi les membres du comité d'accueil à l'entrée principale, un chien renifleur pour détecter tout objet dangereux et autres produits illicites. Respecter la distance de sécurité. Keep a safe distance, peut-on lire dans le hall principal de l'aérogare. La consigne est gravée sur du marbre en français et en anglais. La même consigne accueille l'illustre visiteur du jour, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, dans la zone de check-in. Quand nous arrivons dans la zone d'embarquement, le protocole de gestion des vols internationaux se laisse découvrir dans son intégralité. Pour l'essentiel, tous les passagers à destination du Cameroun doivent présenter à l'embarquement un test négatif au Covid-19 datant de moins de 3 jours. Le Premier ministre chef du gouvernement a pu également voir comment fonctionne le circuit sanitaire des passagers, équipages et bagages. Ce circuit est régulièrement désinfecté. Parallèlement, les contrôles au débarquement ont été renforcés grâce à l'utilisation des caméras thermiques. Au terme de la visite, le Premier ministre s'est montré rassuré quant à la perspective de la réouverture prochaine des frontières nationales. Laurentine Bokono, le Premier ministre s'est dit rassuré par ce dispositif de sécurité sanitaire déployé à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Je vous propose d'entendre le Premier ministre chef du gouvernement dans un entretien avec notre reporter, Laurentine Bokono donc. J'ai vu le circuit des arrivées. Il y a toutes les mesures que nous avons préconisées, la distanciation sociale, lavage des mains, le gel hydroalcoolique. Ces mesures ont déjà été testées avec les quelques vols qui sont arrivés. Et si tout le monde est discipliné, je crois que nous sommes prêts pour rouvrir nos frontières, surtout aériennes. Je suis confiant que nous pouvons informer le chef de l'État, président de la République, que par rapport au transport aérien, nous sommes confiants que si nous ouvrons nos frontières, il n'y aura pas d'importation de ce virus. Voilà qui rassure effectivement. À présent, le dossier du journal sur les traces de la 10e édition du mois national de lutte contre les hépatites virales. Le coup d'envoi de cette édition, c'était à Bertoua, dans la région de l'Est. L'événement a donné lieu à l'inauguration d'un centre de prise en charge de ces hépatites. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Il avait à ses côtés le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo. Le reportage à Bertoua, Denis Aman. Avec l'installation du comité de prise en charge des hépatites virales et l'ouverture du centre de traitement agréé à l'hôpital régional de Bertoua, le gouvernement vient ainsi de rendre effective la décentralisation du suivi des patients de cette pathologie. Une campagne de dépistage gratuite a été lancée dès ce jour, puis mettre sous traitement des personnes qui seront dépistées positives, soit à l'hépatite B, soit à l'hépatite C. Le lancement de cette 10e
7e édition du mois national de lutte contre les hépatites virales qui a eu pour cadre l'hôpital régional de Bertois a permis de sensibiliser les populations sur l'importance d'un dépistage précoce de la maladie. Plus tôt c'est dépisté, mieux c'est traité. Nous avons des résultats de plus de 90% sur le plan du traitement. Sans ce n'est pas fait, l'issue de la maladie est plutôt fatale et les hépatites virales faisant le lit des cancers du foie, maladie éminemment grave à traiter. Cette campagne, placée sous le thème « Un avenir sans hépatite », nécessite l'implication de tous et de chacun. Ce mois national des hépatites s'articule autour de la journée mondiale de lutte contre ces pathologies. La journée est commémorée le 7 août de chaque année et c'est généralement l'occasion de dresser l'état des lieux de ces maladies dont la prise en charge reste fort onéreuse. Agnès Solange, à Bessolo. Il faut aujourd'hui débourser 100 000 francs CFA pour une boîte de Daclastavir dans le traitement de l'hépatite virale C. Des antiviraux C d'action directe à prendre au moins 3 mois selon la gravité du cas, donc environ 300 000 francs à débourser. Des prix des médicaments revus pourtant à la baisse par les fabricants après négociation de l'État camerounais. Les tenofovir en comprimé varient entre 2 500 et 10 000 francs par mois et c'est un traitement à vie. Par contre, l'interféron est encore cher. L'interféron coûte 50 000 francs par semaine, au coût homologué par le ministre de la Santé publique. Ça fait 200 000 francs par mois. Et pour une année de traitement, on est à 2 400 000. Or, il faut traiter pendant 1 an, voire 1 an et demi au moins. Les traitements des hépatites virales sont en fonction du type d'hépatite contractée. Le traitement de l'hépatite B étant à vie, il s'agit de le prendre régulièrement pour diminuer la quantité de virus dans le sang et éviter des complications. Pour l'hépatite C, il existe un traitement qu'on prend pendant 4 semaines avec une guérison environ de 95% des individus actuellement avec les protocoles que nous utilisons. Malgré la réduction des prix des médicaments de 25%, le diagnostic et le traitement coûtent encore cher et restent réservés à une certaine élite. C'est chaud devant désormais pour les cybercriminels. 2 présumés suspects soupçonnés du piratage du compte Facebook de Elecam sont dans les filets de la direction de la police judiciaire. Une interpellation rondement menée grâce à l'implication des fins limiers de l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Et cela résonne comme la fin de l'impunité pour la cybercriminalité au Cameroun. Irène Janafouda. Le masque de 2 présumés cybercriminels tombe. Je fais partie des gens qui ont cherché à récupérer le compte d'un des administrateurs de la page Facebook de Elecam. Les experts en cybersécurité de l'ANTIC se sont servis de leur logiciel pour réunir les preuves qui accablent aujourd'hui ces 2 concitoyens. Nous avons mené des perquisitions qui nous ont permis de saisir des ordinateurs et des téléphones. À partir justement d'une analyse, nous avons pu récupérer les éléments de preuve que les suspects avaient essayé de supprimer. Les supposés auteurs des actes cybercriminels ont été mis hors d'état de nuit sur le cyberespace. On s'en tient là à l'article 68 de la loi de 2010 et ils encourent une peine de 5 à 10 ans. Tata Wari Derek et Venjenje Félix Nuansini méditent leur sort à la direction de la police judiciaire où leur garde à vue se poursuit jusqu'à ce qu'ils soient présentés au procureur de la République pour répondre de leurs actes. Les artisans camerounais sont à l'école de la migration de l'informel vers le secteur formel. Un atelier ouvert ce mercredi au village artisanal de Yaoundé par le ministère des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat va leur donner des connaissances pour la justice, la fiscalité et la gestion administrative, des clés nécessaires pour accéder à la commande publique et au rang d'opérateur économique. Franck Evina. Un événement apparemment sobre, mais ô combien important pour l'artisanat local. L'atelier qui se déroule au village artisanal de Yaoundé constitue une étape cruciale dans la migration des artisans camerounais vers le secteur formel. Il y a quelques années, l'État impulsait la dynamique en créant les bureaux communaux de l'artisanat, à travers lesquels ont déjà été enregistrés 90 000 artisans. Mais beaucoup reste à faire. Il est question pour nous de pouvoir permettre
à ces artisans et à ces entreprises artisanales de pouvoir poursuivre sereinement ce processus et qui doit se poursuivre naturellement par la possibilité qui doit leur être offerte d'avoir notamment accès à la commande publique. 2 jours pour trouver les mesures incitatives nécessaires à ce saut vers un artisanat plus viable. À la fin de l'atelier, les participants devront être à même de maîtriser les contraintes, les obligations et les dispositions juridiques de leur activité. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Ouvrons à présent le 3e épisode du feuilleton de la semaine consacré aux playlists, ce qu'on appelle les playlists de nos radios, la programmation musicale qui semble soumise à un coût. Les artistes musiciens doivent apparemment passer à la caisse pour espérer la promotion et la diffusion de leurs œuvres sur certaines radios. D'où le buzz qu'on constate généralement sur le net, faute de moyens. Notre reporter Laurence Okalia a mené l'enquête. Voici un studio de production. Ici, on s'inspire, on enregistre, on traite le son, puis on l'écoute. Aussi doux qu'il soit à Louis, il ne peut traverser les frontières des radios sans visa. Les coûts varient vraiment. Ça peut aller de, je crois, 50 000 à 250 000. On paye à la régie commerciale de la dite chaîne de radio contre reçu. Au-delà des accords commerciaux avec les FM, des artistes aiment à gargariser les gorges des animateurs pour une meilleure inspiration. Quand ils vous diffusent, vous devez quand même un peu encourager les journalistes et les animateurs en studio pour qu'ils puissent faire le travail. Par contre, certaines radios, après avoir perçu le butin, font la sourde oreille. Allô, Grand Barak? Ouais, allô. Alors, ce producteur a invoqué tous les dieux pour trouver une alternative qui laisse les radios bouche bée. Ma stratégie, c'est réussir à faire le buzz sur les réseaux sociaux parce que j'ai remarqué que quand un artiste fait le buzz, on le diffuse et après le relais est fait. Si le buzz est la nouvelle tendance des artistes pour leur promotion, il faut néanmoins savoir manier le bouton rouge. Tout a décidément un prix sous nos cieux au Cameroun. De la musique à l'écriture, les artistes professionnels du pôle livre étaient reçus ce mercredi par le ministre des Arts et de la Culture. Ils sont allés dire leur gratitude au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et au ministre Bidong Pat après l'adoption et la promulgation de la loi sur les associations culturelles et artistiques. Je vous propose d'écouter ici les encouragements et les exhortations du ministre des Arts et de la Culture à cette tranche des artistes camerounais. C'est dans cette interview avec Christelle Fouda. L'avènement de la loi régissant les associations artistiques et culturelles, le champ institutionnel et juridique de votre déploiement est organisé. Vous qui devez rassembler tous les experts qui assuraient le développement, la promotion de l'industrie et du commerce et du livre. C'était plutôt un extrait du discours du ministre Bidong Pat ce mercredi aux artisans du livre camerounais. Faisons à présent le point de la riposte gouvernementale contre la pandémie du coronavirus. Les chiffres sont disponibles ce soir au centre. 17 255 cas positifs ont été déclarés globalement sur l'étendue du territoire national. 15 300 patients ont été guéris. Des chiffres et d'autres nouvelles encore que nous allons réviser maintenant avec Évariste Eyenga et son invité. Ils nous attendent au centre des opérations des urgences de santé publique à Yaoundé. Que retenir encore au terme du point de presse de ce mercredi soir? Bonsoir Évariste.
Bonsoir Adèle. Que retenir, c'est que le taux de guérison continue de prendre la hauteur, 88,78%, c'est ce que fixe l'aiguille, pour un total de 15 320 patients guéris, tel que vous l'indiquiez. Ces guéris, il faut les ôter des 17 255 cas positifs, cumul total jusqu'ici. Autre chiffre, c'est 397. Il indique le nombre de décès enregistrés au Cameroun. En marge de ce bilan chiffré de la riposte contre la pandémie, il y a que le point de presse de ce soir donné par le docteur Fané portait aussi sur les soins administrés lors de l'accouchement dans un contexte Covid. On en reparle ce soir. Éclairage convoqué, c'est celle du docteur Juni Iyane Gara. C'est l'expert de ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Evariste. Vous êtes gynécologue obstétricienne. Dites, y a-t-il des précautions particulières à prendre dans le cas d'un accouchement dans un contexte Covid? Oui, Évariste, toutes nos maternités actuellement doivent se doter d'un système de triage efficace. On doit avoir 2 groupes à l'entrée de la maternité, un groupe de femmes asymptomatiques ou saines et un groupe de femmes symptomatiques ou bien portant le virus à Covid. Les femmes qui ont le virus à Covid sont dirigées immédiatement vers une salle d'isolement qui est déjà apprêtée pour un travail normal, si c'est un travail normal. Et donc, les maternités doivent se doter des équipements de protection individuelle pour le personnel. La femme enceinte ou bien l'accouchée va porter un masque. Le personnel portera un masque adapté, des visières, des calottes, des subblouses, des gants, des bottes, parce qu'on peut avoir des projections dans les yeux ou bien sur le corps. Le travail va se faire comme pour toute autre femme. Le monitoring va être fait pour la femme et pour le bébé. Et l'accouchement va se faire. Et à la fin, la femme va donner naissance à son bébé qui va être avec sa mère dans sa salle d'isolement et qui va être mis au sein tout en respectant les mesures de barrière que sont le port de masque constant par la mère, la friction constante des mains et l'allaitement maternel protégé. On va éviter des contacts peau à peau. Docteur, il n'y a que dans le même contexte des femmes saines, c'est-à-dire non positives au coronavirus, qui accouchent aussi. Qu'en est-il pour leurs précautions au moment de l'accouchement? Il n'y a pas de précaution, c'est juste le port de masque obligatoire pour toutes les femmes. Qu'on soit porteur ou sain, tout le monde porte le masque. Et l'accouchement se fait normalement comme partout ailleurs. Merci, docteur Juni, d'avoir répondu à notre invitation. Adèle, au moment de remettre cette antenne, un autre chiffre non moins intéressant, il s'agit du nombre de cas actifs, c'est-à-dire des personnes susceptibles de pouvoir transmettre la maladie. Ils sont de 1955 au Cameroun actuellement. À vous le plateau. Merci Évariste, merci au docteur Juni Iyane pour ces informations très capitales sur la femme enceinte et l'accouchement en Covid-19. Rendez-vous demain. Évariste. Suite de la tournée d'adieu de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, c'est la suite de l'actualité. Et ce mercredi, son Excellence Hans-Peter Schadek était reçu en audience par le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Au cœur de ces échanges, le point de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne, la circulation des personnes et des biens entre la zone Europe et le Cameroun, une circulation entravée par la pandémie du Covid-19. La suite du journal avec ce communiqué de presse et une annonce pour une actualité majeure demain sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, représentera le chef de l'État à la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, qui se tiendra par visioconférence le jeudi 30 juillet 2020 à partir de 10h. C'est signé par le directeur de cabinet Balungeli Confiance Ebounet dans les services du Premier ministre. Et il faut déjà préciser que cette conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui se tient demain jeudi va marquer l'effectivité de l'entrée en vigueur des réformes entamées pour l'optimisation du fonctionnement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale. Marie-Laurence Nké vous rappelez ici les 4 mutations majeures qui vont ainsi entrer en effectivité.
La 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement se tiendra demain 30 juillet. Les chefs d'État auront entre autres à valider les personnalités retenues à la présidence, à la vice-présidence et aux différents départements de la commission. Les ministres des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, au thème de leur visioconférence tenue lundi dernier, ont recommandé leur choix définitif à la conférence des chefs d'État. Pour ceux des nouveaux visages qui auront la charge d'animer le nouvel outil de cette communauté, on peut d'ores et déjà évoquer le futur président, l'Angolais Gilberto da Piedade Verissimo. Sa candidature a déjà été validée et transmise pour approbation. Comme autre candidature, on a celle de François Kanimba du Rwanda. La nouvelle équipe dirigeante entrera en fonction le 1er septembre 2020. Le mois d'août étant réservé à la préparation des passations de service. Les 3 autres leviers de la réforme institutionnelle sont le nouveau règlement financier qui va améliorer la gestion de la trésorerie, le statut revisé du personnel et le nouveau système sécuritaire à travers la réforme du COPAS, entendu Conseil de paix et sécurité. Événement à suivre donc demain sur toutes nos antennes. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative recevait en audience en ce début de soirée de mercredi le bureau du Conseil national de la jeunesse. On le voit ici à l'image, la présidente Fadimatou Iyawa Ousmanou et ses collaborateurs étaient porteurs d'un message de félicitations pour toutes les initiatives innovantes en faveur des jeunes. Ils ont pour l'occasion demandé au ministre de transmettre au chef de l'État, président de la République, leur vœu de voir l'insertion socio-professionnelle des jeunes s'étendre à toutes les composantes de l'administration publique au Cameroun. Le ministre Joseph Lé qui les a rassurés que le gouvernement va naturellement poursuivre tous ces efforts d'intégration pour l'épanouissement de la jeunesse camerounaise. Nous allons dans le sud avec cette information. Le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, va donner une conférence publique demain jeudi 30 juillet au campus de l'École supérieure internationale de génie numérique de l'Université inter-État Cameroun-Congo à Saint-Mélima, et la conférence se tient demain sur le thème « Le génie numérique, une chance pour la jeunesse africaine ». Il répondra ainsi à une invitation du coordonnateur provisoire de cette université dans une optique d'ouverture et de diversification des enseignements. La conférence débute demain jeudi à 11h et c'est signé par le directeur délégué de l'IFCPA. Nous restons dans le sud avec la signature de cette convention de partenariat entre le port autonome de Kribi, le PAC, et la Kribi Multipurpose Terminal, la KMT. C'est un opérateur qui nous vient des Philippines. L'accord paraphé par Patrice Melom, le directeur général du PAC, et Cathy Magne va porter sur le développement, l'exploitation et la maintenance du terminal polyvalent du port autonome de Kribi. Ces nouvelles perspectives sont évoquées ici par Freddy Melingue. Le contrat de concession paraphé ce lundi à Kribi par Patrice Melom, directeur général du port autonome de Kribi, et Cathy Magne, directeur général des Kribi Multipurpose Terminal, déclinaison camerounaise du groupe philippin ICTS, s'étale sur 25 années. Nous avons un opérateur très compétent, avec une offre financière très intéressante. ICTS est, pour vous dire, le 8e opérateur en la matière au niveau du monde. Et donc nous sommes très heureux de pouvoir enfin compter sur un opérateur très performant sur le terminal polyvalent du port de Kribi. Dans cette composante longue de 265 mètres, dont la capacité annuelle de chargement s'élève à 1 250 000 tonnes, le nouvel opérateur s'engage à accroître la productivité en termes d'indicateurs de performance, de volume de trafic, de cadence de manutention et de taux d'occupation. En présence du préfet de l'Océan, Antoine Bissaga, le directeur général du port autonome de Kribi, Patrice Melom, a dit compter tirer profit de l'efficacité de gestion de l'économie privée qu'apporte le groupe philippin ICTS à travers sa filiale camerounaise. KMT compte accompagner le développement de la ville de Kribi en apportant aussi l'expertise du groupe pour lequel je travaille, ICTSI, et en opérant le terminal en suivant les normes et les standards internationaux.
La prise en charge des dépenses d'intérêt public par le nouveau concessionnaire atténue les risques économiques et d'exploitation du concédant qu'est le port de Kribi. En visioconférence, le PCA du PAC, Jean-Paul Simon-Djonou, tout comme son homologue philippin, Maxen, ont souligné 3 volets essentiels. Le développement, l'exploitation et la maintenance du terminal. Des opportunités d'emploi sont offertes aux nationaux dans cette plateforme unique pour l'ensemble de la communauté portuaire. Une véritable bouffée d'oxygène pour la deuxième phase consacrée à l'érection du port autonome de Kribi comme un hub logistique de référence internationale du trafic maritime. Le 20h30 qui s'achève ainsi sur les rives de l'océan Atlantique à Kribi, c'était un journal préparé avec la collaboration de Christelle Fouda et de Augusta Ngonga. D'autres informations, ce sera le journal de minuit présenté par Gilbert Ongene et Dieudonné Sra. Retrouvez immédiatement sur cette antenne le documentaire intitulé La catcheuse et la proxénète. Je vous quitte encore sur ces précieux rappels contre le Covid-19. Prenez soin de vous. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. CRTV News, ici, toute l'info.